J'ai besoin d'une mère pour mes filles, et vous avez besoin d'un abri. Frontières du Montana, 1887. Le vent hurlait à travers les plaines comme un animal blessé, entraînant avec lui des trompes d'eau froide sur les terres désertes. La terre se transformait en boue, et le ciel en ardoise. Tous ceux qui n'étaient pas déjà à l'abri derrière une porte s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient trouver pour se protéger. Une silhouette solitaire avançait péniblement sur la route boueuse, pieds nus, trempés, chaque pas plus lent que le précédent. Clara Hansly. Personne ne l'appelait plus ainsi. Pas ici. Pas depuis que les murmures avaient commencé. Sa robe, autrefois en calicot bleu ciel, pendait désormais en lambeaux. Elle serrait contre elle un petit sac en toile contenant tout ce qu'elle possédait, ainsi qu'un châle usé qui ne la tenait plus chaud depuis longtemps. Au loin, elle aperçut une église abandonnée juste à l'extérieur de la ville. La peinture était écaillée, le clocher à moitié effondré. Clara se blottit sous le porche, les genoux contre la poitrine, la pluie ruisselant des avant-toits. La paix ne dura pas longtemps. Une femme sortit de la porte, le visage rouge, un balai à la main, les yeux perçants comme des couteaux. « Tu crois pouvoir te cacher ici, Clara Hansly ? Ce n'est pas un refuge. Va-t'en. J'ai juste besoin de me reposer, murmura Clara. Je n'ai pas mangé depuis. Vous auriez dû y penser avant de travailler avec les filles de mademoiselle Lillian. Nous savons tous quel genre de femmes finissent dans cette maison. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Clara ne discuta pas. Elle se leva, tremblant de froid et d'humiliation, et retourna sous la tempête. Le bruit des sabots se fit entendre, lent et régulier, sur la route, amplifié par le vent et la pluie. Un homme vêtu d'un long manteau en toile cirée chevauchait vers elle, le chapeau rabattu sur les yeux. Son cheval avançait d'un pas calme et assuré, habitué au mauvais temps. Il l'aperçut, s'arrêta et mit pied à terre. Il ne dit rien dans un premier temps, se contentant de la regarder, les yeux scrutant sa silhouette trempée et frissonnante. Clara ne leva pas la tête, sa fierté avait disparu 3 villes plus tôt. Finalement, il prit la parole d'une voix basse et posée. « Vous avez un nom ?» Elle ne répondit pas, « Vous êtes d'ici ?» Elle secoua la tête. « Quelqu'un vous attend ?» Non. Il l'observa attentivement. Elle remarqua la cicatrice sur sa mâchoire, à moitié cachée par sa barbe. Il n'était ni jeune ni vieux, juste usé par la vie. « Je m'appelle Ethan McRae, dit-il. J'ai un ranch à 8 kilomètres d'ici. 2 filles, l'une de 6 ans, l'autre de presque 3 ans. » Elle hocha la tête une fois, ne sachant pas trop pourquoi il lui racontait cela. « Ma femme est décédée l'hiver dernier. » Clara déglutit, le vent la transperçait comme du fil de fer. « Je ne cherche pas d'amante, dit-il, et je n'ai certainement pas le temps de faire la cour. Mais mes filles ont besoin de quelqu'un. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui sache cuisiner, les prendre dans ses bras quand elles pleurent, leur rappeler à quoi ressemble une femme. » Elle leva enfin les yeux. Son regard n'était pas doux, mais il n'était pas cruel non plus. « Vous semblez avoir besoin d'un toit, ajouta-t-il. J'ai besoin de quelqu'un qui ne boive pas, qui ne vole pas et qui n'effraie pas mes filles. C'est tout. » Clara ouvrit la bouche, puis la referma. Ses mains tremblaient. « Vous ne me connaissez même pas, murmura-t-elle. Je n'en ai pas besoin, répondit Ethan. J'en ai vu assez pour savoir que certaines personnes tombent dans des situations dont elles ne sont pas responsables. Je travaillais pour mademoiselle Lillian, dit-elle. Je ne faisais pas partie des filles. Je faisais le ménage. Je gardais parfois les enfants. Je ne vous pose pas de questions sur votre passé, dit-il, puis plus doucement, et je ne le ferai pas si vous ne me posez pas de questions sur le mien. Le silence s'installa entre eux. Il fouilla dans sa sacoche, en sortit une couverture et s'approcha. Vous pouvez refuser. Très bien, nous oublierons que cela s'est produit. Elle ne bougea pas, mais si tu veux venir, dit-il, un feu t'attend. Un repas. Un lit sous un toit. Je ne te promets rien, mais tout cela sera à toi. Le tonnerre gronda au loin. Clara prit la couverture et la serra contre elle. Oui, dit-elle doucement. Je viendrai. Ethan acquiesça d'un signe de tête, sans sourire, l'aida à monter à cheval, puis grimpa derrière elle. Ils partirent sous la pluie, 2 étrangers liés non pas par l'amour, mais par le besoin et le faible espoir d'une vie meilleure de l'autre côté de la tempête. La cabane se trouvait près d'un coude du ruisseau, son toit en cèdre courbé sous le poids de la neige disparue depuis longtemps. Elle était simple, 4 murs,
une cheminée qui crachait une fumée faible et un porche en bois qui grinçait sous les bottes. Mais pour Clara, elle ressemblait au bord du salut. Ethan la fit entrer sans cérémonie. À l'intérieur, l'air était immobile, pas froid, mais pas accueillant non plus, le genre de calme qui persiste après un deuil. Deux petites filles étaient assises près de la cheminée. L'aînée, aux cheveux châtains et aux yeux vifs et prudents, serrait une poupée de chiffon par le bras. La plus jeune, aux boucles sauvages et dorées, suçait deux doigts, levant les yeux avec un mélange d'émerveillement et de crainte. Ce sont les vôtres, demanda Clara doucement. Ethan acquiesça. Clara est la plus grande. Emma est la petite. Les filles ne dirent rien. Clara serra sa sœur contre elle, observant l'inconnu trempé comme s'il risquait de disparaître en fumée. Disparaître, ou pire, rester. Ethan ôta son manteau et le suspendit près de la porte. « Vous dormirez dans la chambre du fond, dit-il. C'était la sienne. Il y a encore du linge. Je n'ai pas eu le temps de changer les choses. » Clara ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle comprenait. Ce soir-là, elle cuisina le peu qu'elle trouva, des haricots secs, quelques pommes de terre et un bocal de betteraves marinées. Les filles ne mangèrent pas beaucoup, elles se contentèrent de la fixer du regard, l'observant. Clara sourit gentiment, mais ne dit pas grand-chose. Ethan s'assit à table comme une statue, mangeant en silence. Sa présence remplissait la pièce sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Une fois les filles couchées, Clara sortit sur le porche avec un bassin et se frotta les mains pour enlever la saleté. Les étoiles étaient faibles, l'air vif. Elle expira lentement. « Vous ne parlez pas beaucoup, dit-elle sans se retourner. Ethan s'appuya contre le cadre de la porte. Parler ne résout pas les problèmes. Non, acquiesça-t-elle, mais parfois, cela aide à atténuer la douleur. Il ne répondit pas. Les jours suivants, Clara nettoya les sols, raccommodait les rideaux et balayait des mois de poussière accumulée. Elle essayait de fredonner pendant qu'elle travaillait, comme elle le faisait lorsqu'elle s'occupait des enfants de la madame au Kansas, mais les filles gardaient leur distance. Emma jetait un œil depuis les coins et disparaissait. Claire suivait Clara du regard, avec des yeux trop vieux pour une enfant de 6 ans. Les habitants de la ville ne manquèrent pas de remarquer son arrivée. À l'épicerie, des chuchotements la suivaient comme des épines sur du tissu. Un homme souleva son chapeau, mais sa femme l'entraîna loin d'elle. Les enfants la fixaient du regard. Les femmes lui tournaient le dos. Clara Ansley, murmura quelqu'un. N'est-ce pas celle de cette maison? Elle va empoisonner l'âme de ses enfants. Elle n'est pas digne de la mémoire d'un veuf. Clara entendit tout. Elle garda la tête baissée. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait une armoire dans l'arrière-boutique, celle qui avait appartenu à la femme d'Ethan, Clara trouva un petit paquet de laine bleu pâle, effiloché sur les bords. Une couverture de bébé. Elle la souleva délicatement. Elle était douce, bien que rongée par les mites au coin. En la dépliant, quelque chose tomba sur le sol, une seule tache de larme, séchée et à peine visible, mais indubitable. Elle en eut le souffle coupé. Elle s'agenouilla et pressa le tissu contre sa poitrine. L'odeur avait disparu depuis longtemps, mais le souvenir vivait dans ses fils. Ce n'était pas seulement un morceau de tissu, c'était le chagrin d'une mère, cousu dans chaque boucle. Elle remit la couverture à sa place avec révérence. Ce soir-là, quand Ethan revint après avoir vérifié la clôture du bétail, elle l'accueillit sous le porche avec 2 tasses de thé fumante. « J'ai trouvé la couverture du bébé, dit-elle. Il ne la regarda pas, se contenta de prendre la tasse et fixa le crépuscule. « Je n'ai rien touché d'autre, ajouta-t-elle. Ethan but une gorgée. Elle l'avait tricoté avant la naissance de Claire, dit-il. Elle disait qu'elle voulait quelque chose de doux pour l'envelopper, quelque chose qui sentirait comme la maison. Clara s'assit à côté de lui, silencieuse. Elle a cessé de sourire après Emma, continua-t-il. Elle ne parlait plus, ne mangeait plus. Un matin, je l'ai trouvée dans la grange. Sa voix ne se brisa pas, mais sa main se crispa autour de la tasse. Je pensais pouvoir la guérir, dit-il doucement. Mais je ne savais pas comment. Tu as fait de ton mieux, murmura Clara. Non, répondit-il. J'ai juste fait ce qu'il restait à faire. À l'intérieur, Emma gémissait dans son sommeil. Claire la fit taire. Clara se leva et se dirigea vers la porte. Laisse-moi essayer ce qu'il reste à faire, dit-elle. Ethan ne l'arrêta pas, ne la remercia pas,
mais lorsqu'elle rangea la couverture dans le coffre en cèdre ce soir-là, elle le fit en sachant qu'elle n'avait pas seulement retrouvé un souvenir. C'était une permission de recommencer. La lumière du soleil se répandait à travers les étroites vitres de la cabane, projetant de longues lignes dorées sur le sol. Dehors, la terre commençait à dégeler. Les oiseaux revenaient dans les buissons bas et le ruisseau derrière la maison murmurait sous l'effet de la neige fondante. À l'intérieur, Clara était assise près de la cheminée, une aiguille à la main et le petit manteau d'Emma sur les genoux. Une déchirure s'était formée le long de la manche, probablement causée par des branches imprudentes ou des jeux brutaux. Le fil qu'elle utilisait était d'un bleu délavé, provenant d'un vieux bonnet qu'elle avait trouvé au fond du garde-manger. Emma était allongée à côté d'elle, les yeux grands ouverts, observant chacun de ses mouvements. « Veux-tu que je te raconte une histoire ?» demanda Clara, sans attendre de réponse. L'enfant acquiesça immédiatement. Clara sourit doucement et commença à raconter d'une voix basse et chaleureuse. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays aux collines infinies et au ciel immense, une petite fille qui était protégée par une mer faite d'étoiles. Cette mer n'était pas toujours visible, mais lorsque la petite fille avait peur ou se sentait seule, elle sentait une main douce lui caresser les cheveux, comme le vent dans la prairie. Emma cligna lentement des yeux, les doigts toujours dans la bouche. Cette mère angélique n'avait pas de nom, poursuivit Clara, mais chaque fois que la petite fille se sentait en sécurité, chaque fois qu'elle avait chaud, qu'elle était rassasiée ou qu'on la serrait dans ses bras, elle savait que sa mère était là. Clara fit une pause, le feu crépitait doucement. Même lorsque le monde était froid, continua-t-elle, cette petite fille gardait toujours près de son cœur une chose, un morceau de tissu que sa mère angélique avait brodé de fleurs que personne d'autre n'avait jamais vues. Emma se blottit contre elle, se recroquevillant dans le creux de son bras, sa petite main posée sur le genou de Clara. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle murmura « Maman ». Clara se figea. Le mot resta suspendu dans l'air comme les cloches d'une église au crépuscule, clair, doux et sacré. Elle baissa les yeux, mais Emma avait déjà les yeux fermés, sa respiration était régulière, elle était tombée dans les bras de Morphée. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte. Il n'avait pas l'intention d'écouter, mais quelque chose l'avait attiré là, et maintenant, entendant ce seul mot sortir de la bouche de sa fille, il se retourna et s'éloigna avant que Clara ne puisse voir l'expression de son visage. Le lendemain matin, il la trouva près de la grange, en train de brosser la mule. Il ne dit rien au début, se contentant de lui tendre un morceau de tissu plié. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Ethan se frotta la nuque. « Je sais que tu fais un peu de couture. J'ai trouvé ça dans le coffre. Je me suis dit que tu en ferais meilleur usage que moi. » Elle déplia le tissu. C'était du coton doux, pâli par le temps, mais brodé sur le bord de violettes soigneusement cousues, mais maladroitement, par une main de débutante. « C'était à elle » demanda Clara. Ethan acquiesça. Elle a essayé d'apprendre la broderie pendant qu'elle était enceinte de Claire. Elle disait qu'elle voulait faire quelque chose de concret pour le bébé. Elle n'est jamais allée très loin. Clara lissa le tissu des deux mains. C'est magnifique. Elle serait heureuse que quelqu'un termine ce qu'elle a commencé, dit-il, puis il fit un geste vers l'arrière de la propriété. Tu vois ce bout de terre près du ruisseau ? Elle a arrêté de planter après la naissance d'Emma. Les mauvaises herbes ont pris le dessus. Clara regarda dans cette direction. La clôture était cassée à deux endroits, mais le sol sous la végétation sauvage semblait riche. Ethan poursuivit, vous pouvez le prendre. Plantez ce que vous voulez, des légumes, des fleurs, ou rien du tout. Elle se tourna vers lui, ne sachant pas trop si elle avait bien compris. C'est votre terrain maintenant, dit-il simplement. Je ferai réparer la clôture avant la fin de la semaine. Elle retint son souffle. Vous n'êtes pas obligé. Je le veux, l'interrompit-il. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Clara attendit qu'il s'éloigne, puis s'agenouilla dans la terre, toujours le tissu brodé à la main. Elle le serra contre sa poitrine et, pour la première fois depuis des années, elle pleura, non pas de peur, de honte ou de faim, mais parce que quelqu'un, sans rien lui demander en échange et sans pitié, lui avait offert un endroit où vivre. Pas par devoir, pas pour l'abriter, mais pour qu'elle puisse s'enraciner, pour qu'elle ait sa place. Le soleil printanier se leva sur Eden et Solao, projetant une lumière douce sur les rues poussiéreuses, mais à midi, l'air s'alourdit d'une présence invisible. Des chuchotements suivaient Clara partout où elle allait, les pauses dans les conversations duraient juste assez longtemps pour la blesser. À la boulangerie, Madame Kellen, qui lui avait autrefois offert de la confiture de prunes, n'avait soudain plus rien à dire. À l'épicerie,
la fille du commerçant se figea au milieu de ces mesures. Maman dit que je ne dois pas te parler, murmura-t-elle, le visage rouge. Clara se contenta d'acquiescer, les pièces encore à la main. Au 3e jour, elle comprit de quoi il s'agissait. Ce n'était pas de la suspicion, mais une certitude. Quelque chose était arrivé. Cet après-midi-là, Ethan revint de la ville, silencieux et sombre. « Il y a un homme qui séjourne à l'auberge, dit-il. Il prétend te connaître. » Elle retint son souffle. « À quoi ressemble-t-il » ? Cheveux lisses, mains pâles. Il sourit trop. Clara recula. Charles Wicklow. Ethan fronça les sourcils. Qui est-ce ? Elle s'effondra sur les marches du porche. Il tenait une pension au Kansas. Elle avait l'air respectable de l'extérieur, mais c'était un bordel. Ethan attendit, immobile. Je ne faisais pas partie des filles, dit-elle rapidement. Je m'occupais de leurs enfants. Je les nourrissais. Je faisais le ménage. Je veillais sur eux quand leur mère ne pouvait pas le faire. Il m'a dit que ma place était là-bas, que je ne saurais jamais rien d'autre. Quand je me suis finalement enfui, il m'a suivi. Ethan serra les poings, mais ne dit rien. Ce dimanche-là, Wicklow se présenta à l'église, souriant, serrant des mains, bavardant comme un vieil ami. Son charme opéra profondément, et le poison fit rapidement effet. Le mercredi, l'institutrice demanda discrètement à Clara de ne plus amener Emma dans la cour. Certains parents sont inquiets. Le vendredi, une foule s'était formée sur la place du marché, pas tout à fait une émeute, mais observant, attendant. Ethan est venu en ville pour s'approvisionner et a été accueilli par le shérif Dobson et 2 anciens de la paroisse. Nous avons des inquiétudes, a déclaré l'un d'eux. Ce n'est pas personnel, Ethan, c'est pour le bien des enfants. Ethan a plissé les yeux. Tu aurais pu mourir, dit-il d'une voix douce. Toi aussi, si je n'avais pas été là. Il la regarda alors, la regarda vraiment, la suit sur sa joue, ses cheveux brûlés aux extrémités, le tremblement de sa mâchoire alors qu'elle essayait de sourire malgré la douleur. Ce cheval était tout ce qui te restait d'elle, murmura-t-elle. Ethan secoua lentement la tête. Non, Clara, pas tout. Ses yeux rencontrèrent les siens, incertains, interrogateurs, jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qu'il voulait dire et ne puisse plus soutenir son regard. Le lendemain matin, la grange était en ruine, squelette noir se découpant sur l'aube pâle. Les habitants du village vinrent, certains pour aider, la plupart pour regarder. Clara garda la tête baissée pendant qu'Ethan remerciait ceux qui étaient restés. À midi, les cendres avaient refroidi et une étrange paix s'était installée dans le vallon. Plus tard dans la semaine, une lettre du shérif arriva, pliée avec soin et officielle. La ville reconnaît la famille Macrae comme les gardiens légitimes d'Edenès Hollow. Aucune autre mesure ne sera prise. Clara la lut 2 fois, puis la serra contre sa poitrine. Les champs près du ruisseau avaient déjà commencé à fleurir, des bourgeons violets perçant la terre sombre comme de petits miracles obstinés. Claire et Emma l'aidèrent à planter des rangées de haricots et de maïs, riant lorsque la terre macula leur visage. Un soir, alors que le soleil se fondait derrière les collines, Ethan les rejoignit pieds nus dans le champ, les manches retroussées. « Je ne pensais pas que tu tiendrais aussi longtemps, dit-il. » Clara sourit, les racines prennent du temps. Il se baissa et ramassa une poignée de terre, alors nous leur donnerons ce qu'il leur faut. Derrière eux, les filles couraient dans les sillons, leur rire résonnant dans le crépuscule. Plus tard dans la nuit, alors que la maison était calme, Clara s'assit près du feu, le vieux tissu avec les violettes brodées soigneusement pliées à côté d'elle. Elle suivit les fils du bout des doigts, chaque point représentant un souvenir, la perte, le courage, l'appartenance. Ethan s'approcha derrière elle et posa une main sur son épaule. « Tu penses qu'elle approuverait » demanda-t-il. Clara leva les yeux vers lui, le regard doux. « Je pense qu'elle l'approuve déjà. » Il sourit, s'agenouilla à côté d'elle et l'embrassa sur le front. « Alors ça me suffit. » Dehors, le vent soufflait dans les jeunes plants près du ruisseau, emportant avec lui l'odeur de la cendre et de la pluie et la promesse d'un nouveau printemps à Edenès Hollow. Elle aussi. Ethan finit de lui faire son bandage, puis s'assit à côté d'elle sur le sol, le dos contre le mur. Il prit sa main valide dans la sienne. Ce n'était plus un devoir. « Je n'ai jamais dit ça à personne, dit-il doucement. Après la mort d'Anna, je m'asseyais près du ruisseau avec une bouteille et une corde. » Clara tourna la tête vers lui. Je faisais des nœuds, continua-t-il, en me disant que je m'entraînais,
que je ne le ferais jamais vraiment, mais je m'arrêtais toujours quand le soleil se levait, à cause de Claire, à cause d'Emma, parce que je détestais l'idée que quelqu'un d'autre leur dise qui était leur père. Je voulais qu'elle l'apprenne de moi un jour, tout. Il baissa les yeux. Mais surtout, je restais parce que j'avais peur de la revoir et qu'elle ne voudrait pas de moi. Ne voulait pas de moi. Clara leva la main et lui toucha la joue du bout des doigts tremblants. Mais tu es resté, murmura-t-elle. C'est ce qui compte. Leurs regards se croisèrent, le sien prudent, le sien plein d'une émotion inexprimée. Puis, lentement, il se pencha vers elle. Le baiser n'était ni précipité, ni désespéré, ni avide. Il était doux et calme, comme un pardon, comme deux blessures qui se rapprochent non pas pour guérir, mais pour respirer. Lorsqu'ils se séparèrent, Ethan appuya son front contre le sien. « Je ne voulais pas que cela arrive, murmura-t-il. Moi non plus répondit-elle, mais aucun d'eux ne s'éloigna dehors. Le feu s'était éteint à l'intérieur, quelque chose d'autre avait commencé à brûler le lendemain de l'incendie. Le ciel redevint froid, la pluie balaya la terre en lente nappe grise adoucissant le sol où les cendres avaient autrefois brûlé à l'intérieur de la cabane. Clara se déplaçait silencieusement, sa main bandée lui faisait mal mais elle refusait de se reposer, quelque chose en elle l'en empêchait, elle nettoyait le placard de la chambre. Le placard d'Anna sentait encore la lavande séchée et la fumée de bois. Clara manipulait chaque objet avec précaution, une brosse à cheveux, un ruban usé, une paire de gants dont les doigts étaient usés jusqu'à la peau. À l'arrière du placard, un morceau de bois détaché attira son attention. Lorsqu'elle appuya dessus, le morceau se déplaça vers l'intérieur et quelque chose tomba, une enveloppe pliée, jaunie, froissée et fragilisée par le temps. À Ethan, seulement si je ne peux pas le dire à voix haute. Clara se figea. Elle l'emporta jusqu'à la table de la cuisine, s'assit et la fixa longuement avant de l'ouvrir. L'encre était fanée, mais les mots restaient forts, douloureusement humains. Ethan, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas le courage de te le dire moi-même. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Chaque jour, je regarde Claire et j'ai l'impression de regarder l'enfant de quelqu'un d'autre. Je veux l'aimer, je l'aime, mais ma poitrine est lourde, comme si je respirais à travers un tissu humide. Quand Emma est arrivée, j'ai pensé que l'obscurité passerait, mais ce n'est pas le cas, c'est pire. Je souris quand les gens viennent nous rendre visite, je hoche la tête quand tu parles, mais à l'intérieur, j'ai l'impression de sombrer. Je ne veux pas être comme ça. Je te vois faire tant d'efforts, tu nous portes tous. J'aimerais ne pas être un fardeau. Pardonne-moi si je te déçois, si je les déçois. J'essaie, Ethan, je te promets que j'essaie. Anna Clara la gorge serrée, elle serra la lettre contre sa poitrine. Ce soir-là, elle attendit que les filles soient endormies, puis tendit la lettre à Ethan en silence. Il la regarda d'un air perplexe, puis déplia la page. Plus il lisait, plus il devenait silencieux. Lorsqu'il eut fini, ses épaules s'affaissèrent. Clara lui prit la main. Il resta longtemps sans parler. Elle ne m'en a jamais parlé, murmura-t-il enfin. Pas une seule fois. Clara acquiesça. Elle ne savait pas comment. Des larmes coulaient sur son visage, silencieuse et sans honte. Elle ne l'avait jamais vue pleurer auparavant. Je pensais que c'était moi, dit-il. Je pensais que je n'étais pas assez bien, que je la faisais se sentir seule. Ce n'était pas le cas, dit Clara doucement. Elle t'aimait, mais elle ne savait pas comment revenir. Il retourna la lettre dans sa main. Pourquoi je ne l'ai pas vue? Parce que tu portais son enfant et celui des filles en même temps. Ils restèrent assis en silence, le poids de la lettre entre eux. Je veux l'enterrer, dit finalement Ethan. Pas pour oublier, mais pour la laisser reposer en paix. Clara ne demanda pas où il l'emmenait. Dehors, la pluie continuait de tomber. Ils passèrent devant les ruines de la grange, puis devant le porche, pour se diriger vers le bout de terrain près du ruisseau, le jardin qu'elle avait commencé à cultiver quelques semaines auparavant. Les fleurs avaient commencé à pousser, quelques fleurs sauvages tenaces s'étiraient déjà vers la pluie. Ethan s'agenouilla à côté d'elle, creusa un petit trou à main nue et y déposa la lettre. Puis il leva les yeux vers Clara. Cette terre, dit-il, était à elle, puis il était vide, maintenant il est à toi et il est à nouveau vivant. Clara s'agenouilla à côté de lui, la boue imprégnant sa jupe, mais elle s'en moquait. Ensemble, ils recouvrirent la lettre d'une terre sombre et riche, qu'elle aplatit de sa paume. Ethan posa sa main sur la sienne. Ce moment ne fut ponctué d'aucun mot, d'aucun serment, juste de la simple vérité d'un chagrin apaisé et de quelque chose de fragile prenant racine à sa place.
Au matin, le soleil se lèverait sur ce petit jardin, et le passé, qui n'était plus enfoui dans la honte, commencerait à s'épanouir avec grâce. Le soleil était bas au-dessus d'Eden et Solo, projetant une douce teinte ambrée sur la prairie. Le chant des oiseaux résonnait depuis le ruisseau, et une brise transportait le parfum des fleurs sauvages à travers la vallée. C'était une journée calme, sans rien de grandiose, mais pour Ethan et Clara, elle marquait quelque chose à la fois lourd et léger, le jour où ils se diraient « oui ». Pas devant Dieu et des centaines de personnes, mais devant les deux petites âmes qui comptaient le plus. Tout avait commencé par une lettre du tribunal. Après des semaines de tensions et de menaces de la part du père d'Anna, toujours amer, toujours en deuil, la pression juridique était revenue. Son avocat avait remis en question la validité de l'arrangement d'Ethan avec Clara, une femme qui vivait avec lui. Le document stipulait qu'il n'y avait pas d'union officielle ni de lien juridique. L'implication était claire, leur situation de vie pourrait être utilisée contre eux dans toute audience de garde. Ethan avait donc suggéré maladroitement cette idée un matin au petit déjeuner. Nous pourrions officialiser notre union, avait-il dit en remuant son café, tu sais, pour les filles, pour plus de clarté. Clara avait marqué une pause, puis avait acquiescé. C'est logique. Mais le jour venu, cela ne ressemblait pas à une simple formalité administrative. Claire et Emma avaient cueilli des fleurs sauvages pour les mettre dans les cheveux de Clara. Ethan portait une chemise fraîchement repassée, celle qu'il ne mettait que pour aller à l'église et aux enterrements. Et la robe de Clara était simple, en coton couleur crème, avec de délicates coutures le long de l'ourlet. Elle avait appartenu à la mère d'Ethan, et elle l'avait trouvée soigneusement pliée dans un coffre en cèdre. La cérémonie eut lieu dans le jardin que Clara avait ramené à la vie. Le petit parterre était en fleurs, avec les couleurs du début de l'été, aquilées millefeuilles, alyssum doré et les violettes qu'elle avait brodées des mois auparavant. Le shérif d'Obson, réticent mais juste, accepta de célébrer le mariage, un exemplaire du registre du comté à la main. Claire tenait l'alliance, celle qu'Ethan avait portée des années auparavant, polie et nettoyée. Emma serrait dans ses mains un lapin en peluche, le regard solennel fixé sur le visage de Clara. Ils se tenaient ensemble sous l'arche formée par deux arbres inclinés, dont les branches se touchaient comme des mains en prière. Ethan s'éclaircit la gorge lorsque vint le moment des vœux. « Nous ne sommes pas obligés de faire tout le rituel, murmura-t-il. Mais Clara le surprit. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je veux le faire. » Il croisa son regard et acquiesça. Lentement, prudemment, commencèrent-ils. « Je promets de protéger tes filles, dit Clara doucement, de leur donner des mains douces et des règles strictes, de veiller à ce qu'elles n'oublient jamais leurs proches. » La voix d'Ethan était basse mais ferme. « Je promets de te protéger, Clara, non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Et je promets de t'écouter, de ne pas te tourner le dos, même quand le silence est plus facile. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Claire s'avança et tendit la bague à Ethan, qui la glissa au doigt de Clara. Claire leva les yeux vers elle, le regard large et incertain. « Mais tu ne vas pas nous quitter, n'est-ce pas ?» La question résonna comme un coup de tonnerre dans l'air. Clara s'agenouilla sans hésiter. Elle posa doucement ses deux mains sur les épaules de Claire. « Non, ma chérie, je suis là pour de bon. » Claire cligna rapidement des yeux, puis jeta ses bras autour du cou de Clara. « Maman » murmura-t-elle à nouveau, non pas comme la première fois, fragile et incertaine, mais maintenant avec certitude, avec espoir. Ethan tendit la main, et Clara la prit, leurs doigts s'entrelacèrent, son cœur battant régulièrement. Dans ce petit coin de terre sauvage du Wyoming, entouré de fleurs et des fantômes avec lesquels ils avaient fait la paix, ils devinrent plus que mari et femme. Ils devinrent une famille. Pas de sermon de pasteur, pas de bénédiction de la ville, juste une promesse faite avec de la terre sur leurs bottes, des larmes dans les yeux et de l'amour dans l'espace entre leurs respirations. La prairie était calme à présent. Le vent soufflait dans les hautes herbes qui ondulaient comme des vagues sous un soleil doré. La vieille cabane en cèdre était toujours là, usée par les intempéries, adoucie, mais toujours debout. Son bois portait les traces du temps, du feu, des tempêtes passées, mais comme l'amour qui avait autrefois grandi entre ses murs, il avait résisté. À l'intérieur, une jeune femme était assise, recroquevillée dans un fauteuil défraîchi, un journal relié en cuir sur les genoux. Ses doigts suivaient les boucles et les courbes d'une écriture qui avait survécu à plusieurs générations, Clara Ansley-Macrae, sa grand-mère. La dernière page du journal était tachée de violettes pressées, désormais friables avec le temps, mais l'encre restait forte, comme la femme qui l'avait écrite. « Il ne m'a pas épousée par amour, il m'a épousée parce que j'étais seule,
qu'il était fatigué et que 2 petites filles avaient besoin de plus que ce que le monde leur avait donné. J'ai accepté parce que j'avais froid et faim, et parce que personne d'autre ne m'avait jamais regardé comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Mais oh, quand il a quitté ce monde, j'ai réalisé que j'avais vécu un amour plus profond que tout ce que j'avais pu lire dans les livres. Notre histoire n'était pas celle que l'on raconte dans les églises ou que l'on trouve dans les Écritures. Elle était gravée dans les poutres d'une maison reconstruite de main tremblante, cousue dans la manche déchirée d'un enfant, enfouie sous un jardin où fleurissaient des violettes chaque printemps. C'était le genre d'amour qui ne brûlait pas avec ardeur ni éclat, mais qui était chaleureux et constant. Il a résisté quand tout le reste s'est effondré, et quand il m'a pris la main, à la fin, il n'a pas eu besoin de le dire, je le savais déjà. La jeune femme ferma le journal, les joues baignées de larmes qu'elle n'avait pas remarqué couler. Dehors, la terre s'étendait à l'infini, la même terre que Clara avait autrefois parcourue pieds nus, fatiguée et rejetée, la même terre qu'elle avait plantée de main tremblante, la même terre où Ethan et elle avaient enterré leurs fantômes et fait pousser quelque chose de vivant à leur place. La porte de la cabane s'ouvrit en grinçant sous l'effet de la brise. Une seule photographie reposait sur la cheminée, un homme aux yeux fatigués et à la barbe hirsute, et à côté de lui une femme vêtue d'une simple robe en coton, souriant, non pas à l'appareil photo, mais à quelque chose ou quelqu'un qui se trouvait juste hors du cadre. La femme se tenait debout, serrant le journal contre sa poitrine. Elle sortit sur le porche, dont les planches craquaient encore sous ses pas, et contempla les champs sauvages et indomptés. Point aucun monument ne marquait leur amour, aucune écriture ne l'avait consigné, mais ici, dans le vent, dans la terre, dans l'écho des paroles de sa grand-mère, il vivait. Il perdurait. Il comptait. Et telle était l'histoire d'un amour qui n'était pas né d'un conte de fées ou d'une salle de bal, mais de la poussière, du feu et d'une dévotion silencieuse, un cow-boy veuf, une mariée rejetée, 2 âmes perdues qui n'ont pas d'abord trouvé la passion, mais un but. Et de cet amour, plus profond que le temps, si cette histoire vous a ému, si elle a touché quelque chose de réel dans votre cœur, alors enfourchez votre cheval et cliquez sur le bouton « J'aime » pour aider d'autres personnes à découvrir des histoires comme celle-ci. Abonnez-vous à Wild West Love Stories pour découvrir d'autres romances authentiques, des échos intemporels et des cœurs brisés qui guérissent. D'autres histoires vous attendent, des histoires où les balles ont manqué leur cible, mais pas les cœurs. Il n'y avait cependant pas de cœurs endurcis. De nouveaux épisodes chaque semaine, vous ne voudrez pas manquer la suite. Abonnez-vous dès maintenant, chevauchez avec nous, souvenez-vous de l'amour.